à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, j'ai oublié de faire le book haul d'avril. Donc je vous ai posé la question sur Instagram si cela vous dérangeait d'avoir un peu plus de book haul là, ces prochains temps. Donc je vais vous refaire aujourd'hui le mois d'avril, puis je ferai une nouvelle vidéo avec le mois de mai. Donc voilà à venir. Et enfin peut-être une vidéo mois de juin, ou peut-être que je me serai tenue enfin et que du coup j'aurais pas assez de matière pour faire une vidéo, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'y croit? Pas vraiment, mais sait-on jamais, les miracles existent. En tout cas aujourd'hui c'est le book haul d'avril comme le titre l'indique, donc c'est parti. Alors en avril, une première acquisition dont en plus j'ai trop hâte de vous parler parce que c'est un livre que en fait je suis en train encore de lire. Il s'agit d'Alunia, le premier tome donc de Tiff's aux éditions Plume Blanche, et c'est un magnifique ouvrage. Je ne sais pas si vous verrez, voilà, illustré du coup parce que Tiff est aussi une illustratrice, et c'est un super roman young adulte de fantasy. On va y suivre Léa, une jeune femme du coup de je sais plus quel âge, enfin une jeune femme qui vit en France, qui essaye tant bien que mal de s'en sortir, qui a quand même, on le sent dès le début, quelques problèmes, hein. Du coup il y a des trucs pas tout à fait nets. Elle est très attirée par les situations dangereuses, notamment elle est passionnée d'orages, pour les photographier, on s'entend. Sauf qu'un jour où elle chasse un orage, justement, elle est foudroyée et elle meurt. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'en ai parlé dans la vidéo de Nadia. Du coup, bon, mourir est un concept, et Léa se réveille en fait dans le monde d'Alunia, un monde qu'elle ne connaît pas évidemment, qui est un petit peu étrange, faut bien le dire. Donc voilà, qui est en fait un univers où les âmes peuvent être utilisées en fait comme source d'énergie, source de pouvoir et de grands pouvoirs, notamment par des créatures particulières, les Daeva. Bref, on en reparlera. Et donc Léa est capturée par des rebelles. Elle se retrouve un petit peu obligée de prêter allégeance à leur chef, Zam. Et voilà, et du coup c'est un gros coup de cœur. Alors j'avoue je m'avance parce que je l'ai pas fini, mais honnêtement on part sur un gros coup de cœur. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux ados. C'est du young adulte, vraiment, ça se sent, mais c'est très bien écrit, il y a de l'humour, il y a une sorte de dynamique de groupe avec différents personnages, et ça avait très bien marché pour moi pour Aurora Squad, et là c'est vraiment la même chose. Il y a une sorte de romance aussi entre deux personnages, et je fangirl à mort, j'avoue. Donc voilà, à voir, parce que je me méfie maintenant, je me méfie, mais voilà, on verra à la fin si je me suis encore fait berner ou pas. C'est très possible, donc à voir, mais en tout cas voilà, j'adore, j'aime beaucoup l'écriture de Tiff's, ça coule tout seul, donc c'est un vrai régal, et je vous conseille à 1000% parce qu'en plus c'était mon premier Plume Blanche. J'avais fait la précommande, donc du coup il est dédicacé avec une illustration, et c'est superbe, et je suis très impressionnée par le travail éditorial. Franchement c'est un très beau livre, je vous le conseille à 1000% si c'est votre style. On continue ensuite avec la suite d'une saga justement que j'ai adoré chez Bookmark, donc dans la collection Urban Fantasy Infinity, enfin Infinity Urban Fantasy, c'est plutôt ça. Vous le savez, je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Laetitia du coin lecture de Galae. Il s'agit du tome 3 et 3,5 de la saga donc Ivy Wild. Ici le tome 3 SOS Fantôme en détresse, et ici le tome 3,5 Noël en quête et étincelle d'Hélène Harper. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez déjà vu mes vidéos, que j'ai adoré le premier et le deuxième tome de la saga Ivy Wild. On suit une sorcière, donc Ivy ou Ivy, enfin peu importe, du coup qui est un petit peu, comment dire, qui a un caractère un petit peu particulier. Faut pas trop l'embêter, elle aime quand ça va vite, quand ça va droit au but, elle aime pas tergiverser, elle aime pas perdre son temps. Plus vite elle a fait son taf, plus vite elle retourne sur son canapé bouffer des chips et regarder ses émissions de télé-réalité préférées. Bref, Ivy en fait s'est fait virer, on l'apprend très vite, de l'ordre en fait officiel, hein, des sorciers, etc. Et dans le premier tome en fait elle est par un concours de circonstances obligée un petit peu d'y retourner. Elle se retrouve en fait liée à Raphaël Winter, donc l'un des éminents jeunes sorciers très ambitieux de cet ordre, qui est très très bien placé et qui est très doué.
Et il se retrouve en fait lié et obligé de collaborer sur une enquête pour un vol d'un objet qui va très vite, cette enquête va très vite prendre une grosse ampleur et tourner en immense complot. Et voilà, et c'est bourré d'humour, la relation entre les deux est tordante, on est sur deux, deux personnalités complètement contraires et pourtant qui se complètent très bien. Donc voilà, c'est bourré d'humour. J'ai un gros coup de cœur pour Brutus, je vous laisserai découvrir qui c'est. On continue dans les univers un petit peu fantasy avec l'achat du tome 3 de la saga Grisha de Lee Bardugo, donc l'oiseau de feu, chez Milan. Alors j'ai commandé ce tome 3 évidemment quand j'ai commencé le tome 2, ma lecture du tome 2 au mois de... Je sais plus quand c'était, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Même si j'ai l'impression que ça fait très longtemps, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu tout court. J'ai trop de mal à lire en ce moment. Mais voilà, du coup je voulais absolument terminer le tome 3. C'était avant la sortie de la série. Parce que j'avais encore l'espoir de réussir à lire le tome 2, le tome 3 et le premier tome de la saga Six of Crows. Mais pas du tout. J'ai lu le tome 2, ce qui est déjà très bien. Et voilà, j'attends de voir, mais j'ai un peu peur de lire ce tome 3. Parce que le tome 2 était chouette, moi je l'ai trouvé très chouette, mais c'est vrai qu'il y a une certaine lenteur, on est un peu dans l'attente. Il y a des réactions de personnages qui sont pas toujours très... cohérente je trouve, donc je sais pas trop ce que va donner ce tome 3, mais je suis curieuse et en même temps un peu angoissée. J'ai changé après totalement de registre puisque j'ai lu en début d'année le premier tome de cette série policière du coup dont j'avais entendu parler par Estelle du compte Petite Lectrice qui voilà en avait parlé vraiment très très bien et qui avait conseillé du coup cette saga policière, enfin ce thriller, pour son côté extrêmement addictif et voilà passionnant. Et en effet j'ai lu le premier tome, oui je vous tease, de cette saga en début d'année et j'ai littéralement adoré. Je me suis dit hors de question que je n'ai pas la suite. Bon je les ai toujours pas lus, ça n'empêche, mais voilà, je sais que quand j'en ai besoin, je les ai sous la main. Il s'agit donc des Nicolas Beuglet, donc moi j'ai lu Le Cri, et le deuxième tome s'intitule Le Complot, et le troisième L'Île du Diable. Donc on est sur des thrillers de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket, et on va suivre l'inspectrice Sarah Geringen. Et voilà, et du coup le premier tome, je peux pas vous le résumer parce que c'était quand même assez complexe, hein. On est, je crois que Nicolas Beuglet était, si je me trompe pas, scénariste ou un truc comme ça pour M6 et on sent qu'il y a quand même voilà, une complexité, un bagage, il tisse vraiment une grosse toile avec plein de ramifications et voilà, c'était, je pourrais pas vous le dire, je sais qu'on me parlait d'hôpital psychiatrique, de secrets de l'humanité, enfin c'était chaud, c'était pire qu'un film d'action et j'ai adoré me plonger dans ce premier tome, donc Le Cri, et j'ai vraiment très hâte d'enchaîner avec Complot. Je suis aussi assez curieuse de découvrir la suite des aventures de cette inspectrice, donc Sarah Geringen, parce que déjà avant le premier tome, bon, on apprend qu'elle a vécu beaucoup de choses. Dans le premier tome, elle vit 10 milliards de choses, donc je me demande bien ce que Nicolas Beuglet lui a réservé pour la suite. Ensuite, comme en début d'année, on a effectué la lecture commune des tomes 1 et 2 et qu'on avait prévu, je crois, une lecture commune d'ici juin-juillet. Je me suis procuré la suite évidemment, les tomes 3 et 4 de la saga Les Chroniques de Virgin River de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Donc je ne veux absolument pas lire les résumés parce que vous-même si vous les avez lus vous savez. Donc en fait on suit des histoires d'amour plus ou moins, enfin en tout cas des couples de personnages dans chacun des tomes. Donc le premier parlait en fait d'une infirmière, donc Melinda, qui venait je crois de Los Angeles et qui débarquait dans cette petite ville un petit peu pour fuir un passé troublé, quelque chose. En parallèle on suivait Jack, du coup un ancien marine, patron d'un bar du coup dans cette petite ville de Virgin River. Donc c'est une petite ville de Californie entourée de forêts. Mais bon, il s'en passe des choses à Virgin River, bref. Et donc voilà, et on suit en fait la rencontre de ces personnages qui, voilà, autour duquel en fait gravitent aussi tous les personnages qui font de cette ville ce qu'elle est. Donc voilà, des personnalités repères qu'on voit, et puis certains autres personnages en fait qui amorcent les tomes, je suppose, suivants.
Et donc voilà, et du coup c'était très chouette. Alors ça mange pas de pain, on est d'accord, mais c'est plutôt... ça coule tout seul. Alors après il y a quand même des petites choses qui font lever les yeux au ciel, évidemment, parce que bon, on n'est pas sur un truc hyper crédible non plus. Les personnages ont tous des passés avec, ou des présents d'ailleurs, mais ont tous des, comment dire, des passés douloureux, des situations extrêmement compliquées. Bref, il y a beaucoup de thèmes d'aborder dans cette saga. Parfois peut-être beaucoup trop, mais en tout cas voilà. Mais ça coule tout seul, c'est un vrai régal. Moi je sais que pour déconnecter, c'est comme une autre saga, dont je vous parlerai plus tard, mais voilà, c'est pareil, ça m'a fait un bien fou. Donc je ne cracherai jamais sur ce genre de littérature à partir du moment où ça réussit à vous embarquer, à vous faire vous évader, à vous faire rêver, à vous faire rire, à vous faire pleurer. Eh bien ça a le mérite d'exister. Donc voilà. Du coup pourquoi je défends Virgin River comme ça, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai hâte du coup qu'on puisse se plonger avec les copines de la LC dans ces tomes 3 et 4 parce que voilà, on passe toujours un très bon moment. Ensuite, je n'ai pas pu résister à la sortie de ce petit nouveau Cozy Mystery. Donc j'ai quand même été raisonnable, je n'ai craqué que pour le tome 1 puisque le tome 1 et le tome 2 sont sortis en même temps. Donc vous me direz, j'aurais pu craquer pour les deux. Mais je me suis dit, étonnamment, je me fais pas toujours cette réflexion là, mais je me suis dit pour une fois, non, prends le tome 1 et si tu aimes, tu prendras le tome 2. Pas comme certaines fois où en fait j'achète toute la collecte sans savoir si ça me plaira. Hein, donc voilà, j'ai choisi de prendre avec moi Meurtre et pépites de chocolat, donc les enquêtes d'Anna Swensen, de Johan Fluck, aux éditions du coup du Cherche Midi. Et voilà, on est sur un petit Cozy Mystery où on suit Anna Swensen. Alors pardon, je relis la 4e de couverture parce que je m'en souviens plus. Je crois qu'elle a une sorte de pâtisserie ou quelque chose, une boutique peut-être une boutique de cupcakes, non c'est pas ça? Enfin bon bref, une boutique de pâtisserie et son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur... super, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin et le beau-frère d'Anna qui en fait est shérif de la ville ou shérif adjoint du comté, voilà, fait appel à elle pour trouver le coupable parce que oui en fait les gens se livrent beaucoup plus facilement à quelqu'un, voilà, dans un café, dans une boutique, bref. Donc elle va l'aider et donc fou rire et frisson, mystère et pépites, cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde, sucrée mais légère, surprenante de bout en bout. Cerise sur le gâteau, Johan Fluck nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Ça va me donner faim, super. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa, j'ai cru en entendre de bons retours, donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, c'est un achat totalement imputable à Lorraine de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, que j'avais vu en parler en fait dans une de ses vidéos, et elle en avait tellement bien parlé, et je me suis dit, ah, ce serait tellement dommage de passer à côté, parce que quand je suis allée... Là, vous vous en fichez, mais c'est important pour moi de le signaler. En fait, j'allais faire des courses dans un centre commercial, enfin, peu importe. Et parce que c'est une saga, en fait. Alors, bon, je vous le dis, j'ai acheté le premier tome d'une saga, mais genre d'une vieille saga. Dont les tomes en grand format, vous ne les trouvez plus. C'est une horreur pour les trouver. Et je me suis dit, en passant à côté, j'ai vu qu'en fait, ils avaient... toute la saga, en tout cas la première partie de cette saga, toute la saga en grand format. Il n'en manque pas un. Et déjà je me suis retenue parce que je les ai pas tous pris non plus, je suis pas folle, mais je me suis dit oh, je peux pas passer à côté, c'est pas possible. Il y a le premier tome est presque introuvable en neuf et en grand format. Enfin en tout cas moi au moment où j'ai regardé ça n'existait pas, donc à part s'ils l'ont fait depuis. Bref, je vous le dis, il s'agit du premier tome des Chevaliers d'Émeraude, donc Le Feu dans le ciel d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Donc c'est une saga très 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 connue d'Anne Robillard. Anne Robillard que moi j'ai pas Anne Robillard que moi j'ai découvert en lisant La Malédiction des Dragon's Blood, donc chez le même éditeur, donc l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière, oui. J'ai lu le premier tome et j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, voilà. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé me pencher sur cette saga, mais Lorraine en a tellement bien parlé que je me suis dit, oh, ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, j'ai pris le premier tome. Je sais pas du tout quand je vais le lire, mais ça viendra. Du coup, l'Empereur Noir Améraketh
a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Ankidiev. Bientôt la terre de Chola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Ameraket reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix mettant à feu et à sang le royaume glacé de Chola? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. La quête commence. Bref, donc voilà, regardez, il a l'air chouette, non? J'ai ensuite craqué pour le tome 2 d'une saga BDesque que j'ai commencé, alors que je ne suis pas sûre d'aimer. Normal. En fait, je vous explique. Du coup, j'adore le principe, j'adore la thématique, j'adore les personnages de cette saga, a priori. Donc, j'avais lu le tome 1 l'année dernière, c'est forcément l'année dernière, et il y avait quelques petites choses qui m'avaient fait tiquer. Autant la BD est magnifique, autant la thématique c'est toujours quelque chose que j'aime, mais au niveau des personnages, il y avait certains ingrédients qui m'avaient vraiment posé problème et je me dis bon, ce serait dommage quand même de ne pas lui donner sa chance, donc peut-être avec le tome 2 et le tome 3. Vous savez, du coup les BD, les mangas, enfin moi j'aime souvent voilà, me faire une idée sur au moins les 2-3 premiers tomes parce que c'est difficile je trouve de juger uniquement sur un premier tome. Parfois ça réserve quand même de bonnes surprises sur la suite, donc il faut parfois se laisser un peu de temps. Et donc, il s'agit du tome 2 d'Enola Holmes, enfin les enquêtes d'Enola Holmes. Donc ici, l'affaire Lady Alistair, d'après le roman de Nancy Springer, donc de Serena Blasco, aux éditions Jungle. Et en fait, ce tome 2, je ne l'avais pas acheté parce que par chez moi, il était introuvable. Et que bon, après, au niveau commande, c'était pas non plus une urgence vitale. Mais quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit, bon, c'est un signe, je dois le prendre et je dois le tester. Et c'est vrai que par contre au niveau comment dire dessin et enfin moi je la trouve très très jolie cette BD, elle a un charme particulier, un petit côté un petit peu aquarelle, c'est très très joli. Donc voilà, je me dis que bon, je vais lui laisser sa chance quand même parce que Enola Holmes c'est quand même la petite sœur de Sherlock Holmes et on retrouve le personnage quand même un petit peu en fond, donc ça m'embête de ne pas aimer, donc voilà, je lui laisse sa chance avec le tome 2. Ensuite un petit craquage pour un auteur dont je n'ai lu qu'un livre, oui je sais, mais je suis pratiquement sûre d'aimer le reste, et en fait j'ai craqué pour ces deux-là, puisque en fait j'ai pris 2 titres de cet auteur, parce que c'est de nouvelles éditions, et que je déteste en fait les autres, vraiment. Vraiment, ce qu'ils ont fait avant, c'est pas possible, ça donne pas du tout envie. Et ces nouvelles éditions, en fait là ils rééditent dans de nouvelles éditions et je trouve qu'elles passent tellement mieux, mais tellement mieux. Donc, plus de suspense, j'ai pris de Stephen King dans leurs nouvelles éditions. Il s'agit de Shining, donc un gros classique que je n'ai ni lu ni vu, qu'on soit bien clair, et je ne suis pas sûre de le voir. Pour être honnête, et Cimetière, donc voilà, au livre de poche dans les nouvelles éditions. Alors je vous ferai pas l'affront de vous raconter les pitchs de ces 2 livres, hein, mais voilà, je vous laisse regarder. J'avoue que Stephen King, je n'ai encore lu, malheureusement, que l'Institut. Gros coup de cœur sur l'Institut. Mais j'ai tenté de commencer le premier tome de ça, et c'était pas le moment, j'y arrivais pas, donc c'est pas grave, je l'ai mis de côté pour plus tard. Et voilà. Et donc j'ai les 2 ça, j'ai le Fléau, et donc ces 2-là, je crois que c'est tout ce que j'ai de King pour l'instant. C'est déjà pas mal vu que je n'en ai lu qu'un. Mais en tout cas ce sont des très très jolies éditions. Enfin, je trouve que en comparaison des autres... Ah non, j'ai Kujo aussi, voilà, c'est ça. J'ai Kujo parce que j'ai voulu commander Kujo dans cette édition-là. Et vraiment c'était visuel. Alors méfiez-vous hein, sur internet, quand vous voyez visuel non contractuel ou un truc comme ça, enfin il y a un petit truc décrit en tout petit, méfiance, parce qu'en fait ça veut dire que ça n'est pas obligatoirement cette version là, enfin cette édition là qu'on va vous envoyer, et en l'occurrence c'est le cas, c'est le problème avec les King là ces derniers temps, parce que les dernières éditions en fait sont tellement, enfin les anciennes
avant les dernières, bref, vous comprenez, sont tellement horribles que personne n'en veut. Et donc en fait ils mettent les jolies éditions, les jolies nouvelles éditions en photo. Et donc vous commandez pensant avoir ces versions-là, et en fait vous vous retrouvez à recevoir les anciennes très très moches. Et c'est le problème que j'ai eu avec Kujo. J'avais commandé du coup ces nouvelles versions, et j'ai eu une ancienne là où on voit, vous savez, les grandes dents. Oh, c'est dégueulasse. Bref, donc ouais, j'ai Kujo aussi, mais je l'ai caché tellement loin dans ma bibliothèque que je m'en souvenais plus. Bref. J'ai ensuite reçu du coup et lu d'ailleurs, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être que vous avez vu certains des livres dans des reading vlogs ou des trucs comme ça, ou en story Insta aussi. Je sais que je vous en ai montré une bonne partie, mais il y a quelques petites choses que je vous ai pas montrées exprès pour qu'il vous reste quand même de la surprise dans les book hauls. Enfin bon, bref. Donc celui-ci, c'est un premier tome de manga et je l'ai déjà lu et je l'ai déjà adoré. Il s'agit de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. Et c'était vraiment super mignon. Au début je pensais que ça allait être très chelou. Vraiment, la première fois que je l'ai fait venir, je n'en ai commandé qu'un. Enfin j'ai commandé, je veux dire, que le tome 1. Ou je l'ai acheté, je sais plus, enfin bon, bref, peu importe, on s'en fout. Mais je l'ai vraiment pris tout seul parce que j'étais vraiment pas sûre que ça... Ok. J'étais vraiment pas sûre que ça puisse me convenir. Parce qu'en fait on va suivre donc deux ados concrètement. Je sais plus c'est quoi je sais plus quel est leur nom. Otaru et Ananoi. Oh, ouais, je m'en souviendrai pas. Otaru et Ananoi. Bref, donc Otaru c'est une jeune fille, voilà, somme toute assez classique, mais on se rend compte petit à petit que l'amour elle connaît pas trop. On va suivre également ce jeune homme du coup, et ils se rencontrent plus ou moins, ils sont dans le même établissement, mais ils se rencontrent plus ou moins un jour où en fait le jeune homme est largué comme une vieille chaussette devant tout le monde par sa copine. Et en fait, Otaru là, c'est Otaru, c'est ça, Otaru, le retrouve dehors sous la pluie ou sous la neige, et en fait elle lui tend simplement son parapluie histoire de le protéger, et ce geste en fait va bouleverser le jeune homme, et dès le lendemain, non mais les gars, dès le lendemain, il lui fait une déclaration de fou devant tout le monde, comme quoi il est amoureux d'elle, etc. C'est un comportement légèrement excessif quand même, voire un chouïa psychopathe. Donc je me suis dit, ah c'est bizarre quand même. Et donc voilà, ils vont rentrer dans une sorte de relation pour se découvrir. Alors elle trouve ça aussi hyper chelou, on est bien d'accord. Et donc ils vont se découvrir peu à peu, et l'un et l'autre on va découvrir un petit peu leur histoire et aussi ce qui explique leur comportement l'un et l'autre. Donc voilà, enfin au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, enfin est-ce qu'on va tomber dans un schéma encore un peu chelou, parce que dans certains mangas il y a quand même des choses extrêmement problématiques. Alors on est certes sur deux cultures différentes, donc il y a des choses qui paraissent normales là-bas et qui en Occident passent beaucoup moins. Bref, mais en fait, du coup, ce premier tome, je l'ai trouvé extrêmement mignon. Oui, il y a des choses, du coup, qu'on comprend plus ou moins, qui s'expliquent. Tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas noir ou blanc. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça finalement plutôt assez mignon, étonnamment. Donc voilà, je pense découvrir la suite très prochainement. Autre premier tome de manga dont je vous avais parlé dans les sorties livresques, je sais que certains ont écouté mes conseils et l'ont découvert, donc je me suis dit que ce serait bien que je puisse le lire aussi. Il s'agit du premier tome de Fukuneko de Mari Matsuzawa, donc c'est Fukuneko, les chats du bonheur, pardon, de Mari Matsuzawa aux éditions Nobinobi. Et j'avais commencé à feuilleter donc... sur le site je crois de Nobinobi, enfin en tout cas on pouvait feuilleter les premières pages et c'était assez mignon de cette jeune fille qu'on suit qui déménage je crois, enfin voilà, qui n'a pas très envie d'arriver là où elle vient avec sa famille, et en fait qui découvre dans le village où elle arrive des sortes de petits êtres. Donc elle voit une petite fille aux oreilles de chat, mais en fait elle est la seule à la voir comme ça, on s'en rend compte très vite, donc c'est pas gros spoil. Et voilà, et du coup je saurais pas trop quoi en dire de plus, mais en tout cas voilà, c'est cette relation particulière avec ces petits chats du bonheur qui n'ont en fait
qu'une raison d'être, c'est de rendre très heureux, de rendre bah oui, le bonheur à leur propriétaire. Donc voilà, je trouve ça très mignon et j'ai hâte de le découvrir, et du coup ceux qui l'ont lu avant moi ont trouvé ça assez mignon aussi. Ensuite je vous ai parlé de ma lecture de son premier ouvrage graphique, enfin en tout cas de cette suite en tout cas, parce que c'est pas vraiment un tome 1 ou un tome 2, je pense que voilà, on est un petit peu sur la même thématique, le même univers, hein. Il s'agit de Je serai là de l'homme étoilé, ici aux éditions Calman Levy Graphique. Donc moi j'ai lu À la vie qui m'a profondément bouleversée, émue, transportée, etc. Donc j'ai adoré et j'étais très curieuse, j'étais très enjaillée de découvrir donc la suite des aventures de l'homme étoilé, et je suis un tout petit peu refroidie, je dois vous l'avouer, parce que j'ai eu des échos sur ce second ouvrage où il y avait, je crois, pas mal de coquilles, pas mal d'erreurs, en tout cas non corrigées. Donc j'espère que ça va pas entacher ma découverte de cet ouvrage, parce que vraiment j'ai passé tellement un moment oufissime avec À la vie, que je voudrais pas que mon impression soit ternie par par des petites choses comme ça. Donc je sais pas, mais je vais le découvrir, c'est sûr, très prochainement. D'ailleurs je pense que c'est quelque chose que je me ferai dans les prochains jours, peut-être quand j'aurai vraiment le moral quand même, parce que bon, c'est tout jamais. Mais voilà, du coup c'est vraiment une super... Enfin je sais qu'À la vie, moi j'ai adoré cette découverte des soins palliatifs, qui est pourtant pas une thématique simple, hein, facile, mais j'ai trouvé que c'était tellement beau, tellement empreinte d'humanité, de simplicité, c'était vraiment chouette. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et on enchaîne avec une BD, il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade de fée, donc c'est le premier tome je crois, de Forns, Carbone et Barreau aux éditions Dupuis. On est ici du coup sur une jeune fille qui... Pour faire plaisir, je suis en train de perdre les papiers. On est ici sur une jeune fille qui, alors qu'elle est en visite chez sa grand-mère, je crois, immobilisée en maison de repos, donc apprend qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple. Donc sa grand-mère Adélaïde lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féeriques, garants de l'équilibre de notre terre, et voilà, lui demande de préparer une pommade, etc. Enfin bon bref, et voilà, pour lui faire plaisir, la jeune fille lui dit oui, mais bon, elle se dit oula mamie, elle commence à pouf pouf, et puis bah en fait non. Mais du coup cette BD elle a l'air super chouette. Le travail sur la couverture, non mais je sais pas si vous verrez, il y a des choses voilà, en relief, embossée, enfin c'est vraiment magnifique. Donc je suis vraiment très impatiente de la lire, et celle-ci je pense que je vais me la faire très vite. Je devais la lire pour le mois de la fantaisie, ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, bref. On enchaîne très vite parce que ce book haul c'est n'importe quoi. J'ai passé même pas la moitié de mes achats. Voilà. Donc on n'en parle pas. Non, je ne veux pas qu'on en parle. Donc je vais aussi vous présenter le Murder Club du jeudi, donc de Richard Osman aux éditions Le Masque, je crois. Voilà, on est ici sur encore une sorte de cozy mystery, mais avec des papy mamies. Et voilà, il vous dit numéro 1 des ventes en Angleterre. Alors ça... Mais pourquoi? Je comprends pas, tout le monde le sait que ça, les gens le détestent, tous les lecteurs vous diront c'est dégueulasse, arrêtez de nous imprimer des trucs dans la couverture aussi moche. Enfin bref, entre rire et larmes sur le chemin tortueux des émotions humaines, car derrière le meurtre, ce sont les liens tissés au crépuscule d'une vie que Richard Osman dépeint avec brio. Bref, ça a l'air trop mignon. Et j'avais beaucoup pensé à Stéphanie de la chaîne Piketty Booking quand je l'avais acheté, enfin quand je l'avais vu en fait en librairie. Je m'étais dit tiens, une petite enquête et des papiers et mamie. À mon avis c'est pour elle. Et en effet, parce que du coup depuis j'ai vu qu'elle se l'était procuré aussi, ou qu'elle l'avait reçu, enfin peu importe, mais voilà, qu'elle l'avait intégré à sa pile à lire. Et du coup j'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense. Alors oui, c'est une maison d'édition qui nous fait des ouvrages, mais comment vous dire, pardon, moi je sais pas comment on fait pour résister à ça tellement ils sont beaux. Donc j'en ai lu un de
J'en ai lu un de chez eux, de cette maison d'édition, tout à fait, oui, oui j'en ai lu un, j'en ai un deuxième en attente, le deuxième de la série, et celui-ci quand je l'ai vu en sortie, ça va pas être possible. Je me suis aussi procuré Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson, donc aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Alors c'est cette, vous savez, magnifique maison d'édition qui fait des livres en hardback genre superbe. Du coup moi j'ai lu de chez eux donc Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery et c'était super et le livre est juste magnifique. Et donc Souvenir de Marnie, alors je ne savais pas que c'était un roman à la base, du coup moi j'en ai entendu parler parce que c'est un animé, alors je sais pas si c'est un Ghibli ou autre studio, mais en tout cas voilà c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Netflix qu'il faut absolument que je regarde, et donc voilà c'est l'amitié entre deux petites filles, mais Marnie, Marnie et du coup une autre mais qui je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Et bref, c'est leur amitié et vous voyez ici du coup on voit deux petites filles et là on n'en voit qu'une parce que oui Marnie du coup disparaît et la deuxième petite fille en fait va se lancer à sa recherche du coup. Mais voilà c'est l'histoire de cette amitié un petit peu particulière et on est sur le thème encore de l'enfance etc. À mon avis ça va pas être facile non plus mais bref, si c'est aussi beau, aussi voilà, émouvant que Anne de Green Gables, eh bien je ne donne pas cher de ma peau. Alors pour obtenir ce livre, ça n'a pas été simple, je vous avoue, j'ai cru que je ne l'aurais jamais et donc c'est pour ça que maintenant il erre comme une âme en peine dans ma palle puisque le moment où je voulais le lire en fait est passé. Non je rigole, c'est une blague, c'est une très très mauvaise excuse, il va sortir dans pas longtemps, mais bah oui cette maison d'édition je ne résiste pas, il me les faut en hardback donc voilà. Je me suis procuré Les Saisons de la Tempête donc d'El Cosimano aux éditions de Saxus, vous savez c'est cette histoire de saisons du coup incarnées par des humains, où les humains incarnent des saisons, bref sur Terre, et voilà au moment du passage d'une saison à une autre en fait ils doivent se tuer pour pouvoir, voilà, pour que l'hiver succède à l'automne, bah, il doit tuer l'automne, pour que le printemps succède à l'hiver, il doit tuer l'hiver, etc., etc. Sauf que Jack, du coup, qui incarne l'hiver, tombe amoureux de Fleur qui incarne le printemps et inversement. Et donc voilà, ils vont essayer de trouver une sorte ils vont essayer de négocier en fait, hein, concrètement, c'est ça l'histoire, pour éviter de se tuer, hein, concrètement. Et sauf que la personne qui régit tout ça n'est pas tout à fait d'accord. Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que j'ai retenu du résumé et honnêtement je veux pas trop en savoir plus. Je vous invite à consulter les liens que je mets en barre d'infos si vous souhaitez un résumé un peu plus complet, je vous comprendrai. Ensuite j'ai fait une grosse commande chez les éditions Plume Blanche que je ne connaissais pas jusqu'à il y a quelques temps. Enfin je connaissais, entendons-nous bien, je connaissais leur existence, le nom Plume Blanche, parce qu'il y a beaucoup de titres qui passent sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, hein, depuis déjà quelques temps, mais je vous avoue que je n'en avais jamais lu. Alors là pour le coup je suis en train de lire Alunia, mais j'ai également fait venir le tome 1 de Headline, donc Les Bracelets Rouges de Léna Jomaé, donc aux éditions Plume Blanche. On est ici sur un, je crois, urban fantasy, c'est un truc comme ça. Hein. On va suivre une journaliste et une policière et une série de meurtres du coup avec des bracelets rouges, bref. Ça a l'air d'être assez empreint d'humour aussi puisque on parle de entre métamorphes, vampires, lapins sadomaso. Alors ça fait réagir tout le monde, lapin sadomaso, mais en même temps, bah oui. Et même ange déçu, vos intestins ont intérêt à être bien accrochés. Donc voilà, et toujours du coup la mise en page, enfin le travail éditorial a l'air un petit peu particulier, rythmé par des fiches comme ça, enfin bref ça a l'air super cool. Je voulais le sortir pour pareil pour le mois de la fantasy et j'ai pas réussi, mais il va pas tarder. J'ai également fait venir l'intégrale de Rosen de Laetitia Danaé, donc aux éditions toujours Plume Blanche, dans cette magnifique édition intégrale. On est ici donc sur une saga fantasy orientale, je crois young adulte mais à vérifier. En tout cas on va suivre Rosen Kaplan qui est une djinn et moi je ne veux pas en savoir plus pour être honnête. En tout cas c'est une saga dont j'avais énormément entendu parler puisqu'elle était sortie d'abord sous la forme de 2 tomes, il me semble que c'est une duologie, et également sous format poche, donc voilà, on l'a vu passer vraiment un nombre de fois certain, et cette édition intégrale je la trouve juste magnifique. Il y a une sorte d'ombrage du coup dans les pages à l'intérieur, enfin je vous laisserai regarder si ça vous tente.
Donc voilà, du coup après avoir lu, je crois que c'est l'année dernière, j'avais lu Shadowsent, du coup qui est une fantaisie orientale également, et j'avais beaucoup aimé me plonger dans cette ambiance, et vraiment je suis très très curieuse. Là cette année il y a aussi un autre titre oriental qui arrive, hein, de fantaisie orientale, et donc bref, je suis très curieuse de découvrir Rosanne de Laetitia Danae, et voilà, dans cette superbe édition, en plus on me dit pas non. Et pour finir ma commande chez les éditions Plume Blanche, j'avais aussi sélectionné un titre que j'avais énormément vu passer là depuis plusieurs mois, avec des critiques extrêmement positives. Je crois que j'ai vu des coups de cœur à peu près chez tout le monde, c'est un truc de fou. Il s'agit de Rose éternelle de Félix Duchemin aux éditions Plume Blanche. On est ici sur une réécriture, vous vous en doutez, de l'histoire de La Belle et la Bête. Donc voilà, je suis très très curieuse, et en plus, ce qui ne gâche rien, la couverture est juste magnifique. Donc voilà, je n'ai pas encore lu de réécriture de contes, je vous avoue, j'en ai vu beaucoup passer. D'ailleurs je pense que j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire. Mais pour l'instant voilà, je n'en ai pas lu, j'ai pas expérimenté encore ça. Mais voilà, je suis contente de pouvoir démarrer au moins avec un que je suis à peu près sûre d'apprécier. J'ai ensuite enchaîné avec la sortie d'un de Saxus, encore que je ne pouvais absolument pas louper, puisqu'il s'agit de la Duperie de Guenièvre, le premier tome, enfin le livre 1 de l'Ascension de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus, ici en version hardback, donc juste magnifique, voilà voilà. Donc vous vous en doutez, d'après le titre, on parle d'une sorte de réécriture, oui, du mythe ou du conte de Camelot, donc avec le roi Arthur, la reine Guenièvre, etc., etc., Merlin et tout, sauf qu'on n'est pas tout à fait dans le même, comment dire, dans le même contexte, puisque en fait, Guenièvre est envoyée ici par Merlin. C'est apparemment pas la Guenièvre qu'on connaît, donc elle a du coup un rôle un peu plus prépondérant que dans le mythe originel, et ce qui est pas plus mal, parce que pour être honnête, Guenièvre dans Camelot, voilà, classique, c'est pas le personnage que je préfère. Donc ici on est sur une Guenièvre guerrière, je me demande si elle a pas des pouvoirs magiques, enfin en tout cas elle est envoyée par Merlin pour protéger le futur roi, donc Arthur. Bref, voilà, je suis un peu frileuse parce que depuis qu'il est sorti, évidemment, il y a 1 million de personnes qui l'ont lu et qui n'en ont pas fait des retours extrêmement fous. Donc c'est pas grave, chacun doit se faire son propre avis, mais apparemment il y a surtout des coquilles en fait dans l'édition, et ça pose quand même souci. Moi ça me perturbe dans ma lecture. Donc voilà, un peu frileuse, mais du coup je vais essayer de faire abstraction de ça et de me pencher vraiment uniquement sur l'histoire. On verra, en tout cas c'est un magnifique ouvrage encore une fois. Comme j'avais découvert les éditions Bookmark avec Evie Wyld, du coup j'ai voulu continuer avec un titre que j'avais repéré, dont je vous avais parlé aussi dans une vidéo sortie livresse, qu'il s'agit du tome 1 de Dark Fairy FBI qui s'intitule Agent en sortilège de C.N. Crawford et Alex Rivers, donc aux éditions Bookmark, toujours dans la collection Infinity Urban Fantasy. Je l'ai lu, pour être honnête, je l'ai lu, et je me suis laissée embarquer. Après on n'est pas sur un truc de fou, mais je me suis clairement laissée embarquer. Donc voilà, on va parler de faits, on va parler d'enquête autour de meurtres et voilà, d'une agente d'une FBI qui n'est pas une agente tout à fait comme les autres. Donc voilà, j'ai le nez qui me gratte. Donc voilà, et c'était chouette, ça mériterait d'être développé. Il y a un tome 2 qui je crois est sorti, mais je crois que je l'avais commandé, mais ils sont en rupture, enfin bon bref, peu importe. Donc je ne l'ai pas encore reçu, mais voilà, c'est quelque chose qui s'est lu très très facilement. Donc si vous aimez le genre, je vous le conseille. Je vous avais dit que j'allais continuer cette BD au moins jusqu'au tome 3 pour me faire un véritable avis. Donc je me suis aussi procuré le tome 3 de la saga BDesque Zombilenium, donc qui s'intitule Control Freaks, d'Arthur de Pin, donc aux éditions Dupuis. Franchement, les couvertures, on voit toujours du pâté, je suis impressionnée. Et voilà, donc on va suivre, vous savez, cette histoire de parc d'attractions où en fait ce sont de réelles créatures fantastiques qui travaillent dedans. Et voilà, je suis assez curieuse de découvrir la suite. Le premier m'avait plu, même si de base le graphisme n'est pas tout à fait ce que j'apprécie le plus, mais je trouvais que ça fonctionnait très très bien avec cette BD là et la thématique du coup, mais je trouvais le scénario peut-être un peu
Peut-être que c'était le fait que ce premier tome était très introductif, enfin ça allait vite, c'était pas très creusé, je sais plus ce que j'en avais dit, mais voilà, je sais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, donc à voir, je sais que j'ai le tome 2 et le tome 3 à lire, et je pourrais me faire au moins un avis construit sur cette BD. Pardon, je suis en train de ranger en même temps que je vous parle, ça vous dérange pas du tout? Non, pas du tout. Ensuite, je me suis procuré le premier tome d'un manga, donc d'un nouveau manga, The Elf and the Hunter, de Aoi Umetaro, donc chez Soleil Manga. Je suis assez curieuse parce que voilà, c'est quelque chose de très 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 joli. On est, j'ai pas trop envie d'en savoir plus pour être honnête. Je vous avoue que j'ai lu le résumé quand je me suis procuré, mais là j'ai pas trop envie de m'y replonger. Je sais qu'on va suivre ces deux personnages très différents, mais qui travaillent vraiment en binôme. On est sur, je crois, un petit manga un peu tranche de vie, hein, quelque chose d'assez mignon. On n'est pas sur une grosse aventure. Voilà, dans une petite cabane au fond des bois vit l'elfe artisane Magritte, ainsi que celui qui lui voue une adoration sans borne, le chasseur humain Yura. Donc voilà, à découvrir très prochainement. C'était ma petite sortie graphique, donc je me suis procuré le tome 4 d'une saga jeunesse que j'apprécie énormément, et pour une fois que je suis à peu près à jour dans une saga, même si elle est BDesque, ça compte. Donc il s'agit du tome 4 d'Animal Jack, le réveil des dodos, de Miss Prickly et Kid Toussaint aux éditions Dupuis. Vous savez, on suit ce petit garçon qui n'est pas très bavard, qui n'est pas très loquace, mais qui a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Depuis le premier tome, on en a appris, mais tellement plus, ça va tellement plus loin. J'adore l'histoire, j'adore le personnage de Jack, j'adore le graphisme, très autonome, mais j'adore. La colorisation est top, c'est très très coloré, très vivant, très voilà. Et on apprend toujours plein de choses sur les animaux, les espèces en voie d'extinction, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça très ludique, et pour les enfants, c'est vraiment génial. Donc voilà. Petite saga jeunesse que j'adore. J'avais repéré aussi en sortie livresque cette sortie BD voilà, un petit peu particulière. C'est un album magnifique. Donc il s'agit de Lightfall, le premier tome, La dernière flamme de Tim Probert aux éditions Gallimard bande dessinée. Et c'est vraiment un album qui est superbe. On va y suivre deux personnages, donc Béa, une petite fille qui vit avec son grand-père, un cochon sorcier. Je trouve ça hallucinant. Fabricante de potions et gardien de la flamme éternelle, donc dans le monde d'Irpa. Et quand il disparaît mystérieusement, la jeune fille va vouloir se lancer à sa poursuite et surmonter du coup son anxiété maladive, hein, comme ça. Elle va rencontrer Cad, qui est un galdurien, donc aussi enjoué qu'intrépide, qui pourrait bien changer le cours de son destin. Et voilà, aventure, amitié indéfectible, paysage époustouflant et créature digne d'Hayao Miyazaki. Si ça ne vous convainc pas, je ne sais pas ce que c'est ce qu'il faut. Le début d'une quête initiatique lumineuse et fantastique. Donc moi je dis oui, hein, je dis oui. Donc on enchaîne avec le tome 1 et le tome 2 d'une saga dont je vous ai déjà plus ou moins parlé en début de vidéo parce que voilà, c'est la suite. Ça fait partie d'un même univers d'une première saga là que je vous ai présentée. Donc, ah oui, j'ai plein de trucs dedans. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Six of Crows de Lee Bardugo, donc aux éditions Milan toujours. Donc voilà, ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 1. Je vais regarder, ils sont lourds, hein, c'est des gros bébés. Donc chronologiquement ça se passe après la saga Grisha, donc ça se passe dans ce même univers du Grishaverse. On n'est quand même pas tout à fait sur la même histoire, je crois. Donc voilà, normalement je devais lire donc le tome 2, le tome 3 de Grisha et le tome 1 de Six of Crows pour pouvoir regarder sans être spoilé la série. Ça n'est pas fait, mais c'est pas grave, au moins je les ai et je suis très contente parce que je les ai achetés sur... Je les ai achetés sur internet mais via les libraires indépendants, je sais plus le site exact, j'essaierai de vous le remettre mais si j'y pense. Puisqu'en fait ces tomes dans cette version là en grand format, c'est compliqué de les trouver. Si vous les voulez neufs, hein, bien sûr vous pouvez passer par les sites du coup d'occasion. Mais voilà, ils sont compliqués à trouver donc j'étais super contente de réussir à les trouver. Et en plus je ne veux surtout pas lire de quoi il s'agit. Il me semble que c'est une bande de voleur, mais voilà, j'en sais pas plus. Bref, c'est dans le Grishaverse et ça, on adore. Je me suis ensuite procuré le premier tome d'un autre manga. Oui, vous allez me dire encore, je sais, mais celui-ci, je l'avais repéré depuis tellement longtemps et je sais pas pourquoi je vous ai pas sauté le pas. Donc je me suis procuré le premier tome de Spy Family de Tatsuya
Endo aux éditions Kurokawa et voilà, ça a l'air trop cool. On va suivre Twilight, le plus grand espion du monde, qui doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Et voilà, totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. J'adore. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Et voilà, j'aime beaucoup le concept, ça a l'air assez drôle, mais en même temps, voilà, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas trop de violence à vérifier. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Je me suis ensuite procuré un autre titre, mais genre rien à voir avec ce que je vous ai présenté. Mais je l'ai tellement vu passer et tellement encensé que je me suis dit, ah ça me tentait trop. Bon, le seul truc qui m'a freiné c'est le prix, honnêtement, parce que voilà, ces éditions font de superbes sorties, hein, ça c'est pas du tout une remise en question, mais on est sur un livre qui fait 165 pages, un truc comme ça, et qui vaut quand même 18 €. Donc il s'agit de L'été de la sorcière de Nashiki Kao aux éditions Piquier. Et c'est un superbe livre qu'on a énormément vu passer sur les réseaux, que ce soit oh là là, ma batterie clignote, c'est un truc de fou. Donc on va suivre une petite fille du coup qui se rend chez sa grand-mère, donc Mei, qui va passer les vacances je crois dans la maison de sa grand-mère, et sa grand-mère va lui apprendre en fait par des choses qui peuvent paraître assez simples en fait à surmonter son anxiété je crois, enfin ses peurs et il paraît que c'est juste génial. Oui, c'est un roman traduit du japonais et on est vraiment sur un roman plein de poésie, enfin voilà, il y a une écriture particulière et j'étais vraiment très très curieuse de la découvrir quoi. Alors ne me demandez pas pourquoi ce jour-là, ce moment-là, il m'a fallu ce livre-là, je n'en ai aucune idée, j'en avais entendu parler dans une vidéo très peu de temps avant et c'est vrai que c'est un titre que je n'ai pas encore découvert. Je crois que je suis peut-être la seule sur la planète à pas l'avoir lu ou quelque chose comme ça. Bref, donc je me suis dit tiens en le voyant c'est l'occasion. Donc il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, donc ici aux éditions de Fallois Poche. Donc c'est un titre, ou c'est un film d'ailleurs, puisque ça a été adapté je crois au cinéma, que beaucoup ont lu ou vu, que beaucoup ont aimé, hein. Il me semble que c'est quand même voilà, pas mal de gens qui ont adoré. Donc je suis très curieuse. Je n'ai pas du tout envie de lire de quoi il s'agit. Je l'ai lu une fois mais ça me suffit. J'ai pas du tout envie de me replonger dedans. Mais voilà, c'est un beau bébé hein, du coup qu'il va falloir découvrir bientôt. Oh hop, plus de 840 pages. Donc voilà, j'accélère avant que ça coupe. Du coup je me suis ensuite procuré le tome 2 alors du coup ce tome 2 s'intitule Biberon, Vodka et Déambulateur. Mais c'est du coup la suite de... C'est la suite de Rupture, Tarot et Confiture, donc les aventures de Camille de Céline Pardon-Olinski aux éditions donc Larousse Roman. Et voilà, on est sur une petite comédie romantique, mais un feel good, enfin voilà, qui aborde quand même pas mal de choses, mais c'est assez drôle connaissant l'humour de l'autrice. Voilà, je sais que j'avais bien aimé ce premier tome, donc pourquoi pas. Je me suis ensuite procuré un livre que j'avais envie de découvrir depuis un sacré moment. La suite, enfin une suite est sortie très dernièrement. Et du coup je me suis dit il faut commencer par le début. Donc je me suis procuré 30 ans, 10 ans de thérapie, journal d'une éternelle insatisfaite de Nora Hamzaoui, donc aux éditions Marabout Poche. Donc voilà, obsessionnelle, parano et hypochondriaque, Nora Hamzaoui partage ses petites angoisses ordinaires avec humour et autodérision. Ça je vous en donnerai des nouvelles très très vite parce que ça m'intrigue beaucoup. Je pense que voilà, connaissant un petit peu l'humour de l'autrice, pareil, on peut voir à la télé qui faisait ses chroniques, je pense que ça peut être assez sympa. Je me suis ensuite procuré le tome 1 d'un autre manga, pardon, dont j'avais entendu parler un peu dans la même veine que À tes côtés. Il s'agit de Mon colloque d'enfer, le tome 1 de Keiko Iwashita aux éditions Pika, et je peux vous dire que j'ai lu ce tome 1 et que je l'ai adoré, mais adoré. J'ai bouffé le truc, voilà. Si vous voulez une petite romance slow burn
hyper slow burn parce qu'on est sur une jeune fille de 17 ans je crois qui intègre une colocation parce qu'elle n'a pas le choix pour suivre ses études, mais ce ne sont que des adultes, genre des personnes majeures et actifs pour la plupart je crois. Donc voilà, et elle va évidemment tomber sous le charme d'un des colocataires et au lieu de faire paraître ça bizarre et tout machin parce que majeur mineur vous savez que c'est pas possible, et bien en fait le gars va lui mettre un stop a priori d'après ce que j'ai compris, voilà, tant qu'elle ne sera pas majeure de toute façon il ne se passera jamais rien. Donc voilà, on est sur une appréhension en fait des caractères et c'est super mignon et ça passe tout seul et c'est un vrai bonheur. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et pour finir ce book haul de la mort qui tue, je me suis procuré La Cité de Laiton, donc de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Mais regardez comme il est magnifique, mais c'est un truc de fou. Donc c'est celui-ci, la fameuse fantasy orientale adulte, qui me fait super envie. On est au Moyen-Orient, on va suivre une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes et... J'ai pas du tout envie de me plonger dans le résumé, je suis navrée du coup pour... voilà, si vous voulez les résumés, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en barre d'infos. Mais ça a l'air super, j'ai entendu vraiment des chouettes retours pour le coup, heureusement. Ils sont pas tous achetés, donc chez De Saxus. Voilà, de La Cité de Laiton. Et je l'avais repéré vraiment il y a très longtemps, puisque bah, du coup toute la saga est déjà sortie, je crois, outre-Atlantique. Alors je sais, ouais, il me semble que c'est États-Unis, mais bon, bref. Donc voilà, du coup avant que ça coupe, que je me fasse couper la chic encore une fois. J'espère que vous avez apprécié ce book haul d'avril qui était énormissime. Je vous avoue que celui de mai n'a rien à lui envier. J'espère faire mieux au mois de juin, mais je préfère ne pas trop m'engager. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir tous ces titres, que vous en avez repéré certains. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez également lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à me conseiller d'aller vers un tel ou un autre. Bref, du coup j'espère que vous ça va, que vous faites de très belles rencontres livresques, que vous avez la pêche, que vous avez le moral avec ce beau temps là qui commence à revenir, ça fait du bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau book haul du coup. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.